En moyenne, une voiture consomme 7,54 litres pour faire une distance de 100 km. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour vous parler des voitures de tous les jours que nous connaissons tous. Électrique, essence ou même diesel, nous sommes ici pour parler de prototypes ingénieux que nous avons pu observer et essayer. Si je vous dis qu'il existe en ce moment même un véhicule qui ne consomme qu'un litre d'essence et qui permet de faire jusqu'à 3000 km, vous allez sûrement me dire que je suis un menteur, que c'est trop beau ou que les chiffres sortent de mon chapeau. Bon, il faut que je vous dise la vérité. Ces véhicules ne ressemblent pas encore à vos voitures de tous les jours. Ça ressemble plutôt à des tic-tac. Mais le débat n'est pas tant sur l'esthétique, qui est bien sûr adapté pour l'aérodynamisme. Si je réalise cette vidéo, c'est pour vous parler du côté technique incroyable, qui permet de battre des records de distance avec 1 litre d'essence, diesel ou éthanol, ou l'équivalent électrique ou hydrogène de ce dernier. C'est cet aspect qui m'a le plus étonné, car surtout avec les prix des carburants d'aujourd'hui, et tous les enjeux autour de la consommation d'énergie fossile, on rêve tous d'avoir une voiture puissante, mais aussi économe. Mais pour comprendre tout ce que je vous raconte, il faut d'abord que je vous parle du 22 mai 2024. Nous avions été invités sur le circuit Paul Armagnac, à Nogaro dans le cœur de l'Occitanie dans le Gers. Ce circuit est connu pour sa traditionnelle Coupe des Pâques, une course qui regroupe des belles voitures, mais aussi des pilotes de renom ou encore le Grand Prix Camion. Mais si nous avions été invités, ce n'est pas pour rien, c'est pour réaliser une vidéo sur le Shell Eco Marathon, un événement global officiellement lancé en 1985. L'objectif du Shell Eco Marathon, sur le papier, c'est simple, réunir des étudiants, des collégiens, jusqu'à l'université, de plein de nationalités différentes, avec un seul objectif, réaliser un véhicule économe et viable, qui doit aller le plus loin possible. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Il y a deux catégories de véhicules différents, entre ceux qui ne sont que de l'aérodynamisme, aux formes de TGV, la deuxième catégorie de véhicules ressemble plus à des voitures sans permis, plus classiques, se rapprochant des véhicules de tous les jours. La première catégorie s'appelle prototype, la deuxième s'appelle urban. Le règlement est énorme, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Plus de 120 pages de règlement pour les participants, presque les mêmes règles qu'un Grand Prix, avec un commissaire de course, un total de 38 tours, avec un contrôle technique obligatoire. Enfin, la totale. Cet événement regroupe une centaine d'équipes de plein de nationalités différentes, de la France jusqu'à la Turquie, tout en passant par les pays du Maghreb. Shell, en tant qu'organisateur, aide les équipes à déplacer leur matériel, car bon, c'est pas évident à transporter ni à expliquer aux douanes. Les défis pour les participants sont nombreux entre l'organisation, le déplacement, le travail d'équipe, rechercher des sponsors ou des soutiens, des matériaux et des pièces, sans oublier la mécanique et l'ingénierie derrière chaque véhicule. Que ce soit la catégorie prototype ou urban, leurs résultats n'en restent pas ennuyeux. Au contraire, lors de notre venue au paddocks, on a rencontré 3 équipes. Cela va vous aider à mieux comprendre les types de véhicules, à quoi ça ressemble et leur objectif. La première, venant de Bretagne, l'équipe Helios du lycée Marcel Callot à Redon, avec un prototype qui disposait d'un moteur 4 temps monocylindre, avec un véhicule qui avait presque 40 ans, qui était donc là depuis presque le début officiel de la compétition. Ils avaient tout un équipement pour chauffer le moteur avant le départ, dans le but d'avoir le meilleur rendement possible au démarrage. Ils disposaient encore de pneus exclusifs développés par Michelin, mais c'était les derniers de leur type. Ils disposaient d'une coque et aussi d'un châssis carbone, ce qui leur permettait d'alléger le prototype. La deuxième équipe, cette fois venant de l'université d'Orléans, se nommait Exergy avec leur véhicule Murphy. Ils m'ont raconté qu'ils n'arrivaient pas à avoir assez de pilotes, et que du coup, c'était techniquement la première fois que cette équipe roulait avec ce prototype. Un moteur 4 temps essence, monocylindre lui aussi. La troisième, cette fois, était un urban. Une équipe nommée Nisfor, venant de Bourgogne du lycée Cité Nips Baller, avec leur petite voiture prénommée Titi, un moteur brushless, ouais, comme le truc qu'il y a dans votre aspirateur sans fil. La majorité des moteurs et des véhicules urbains, ou prototypes, sont très artisanaux. On reconnaît des bruits familiers avec des moteurs de tondeuse sous stéroïdes. Ça fait aussi un certain charme. Une fois la voiture prête, ou en tout cas quand on la pense prête, on l'amène au contrôle technique où un total de 11 points sont contrôlés. De l'inspection générale, des contrôles du conducteur, du poids du véhicule, le système de freinage, les dimensions du véhicule, les ceintures, la visibilité, l'architecture moteur, la vérification de l'énergie et le check final. Autant vous dire que c'est long, car une fois le contrôle technique passé, même s'il y a une queue au départ, le pilote n'a pas le droit de sortir de son véhicule. Il pourra sortir de son véhicule seulement lorsque ses 38 tours sont terminés, ce qui représente beaucoup de temps. En parlant du pilote, ce dernier doit faire au moins 50 kg, de préférence pas beaucoup au-dessus, pour éviter de rajouter du poids au véhicule. S'il fait moins de 50 kg, alors on lui rajoute du poids. Le véhicule doit être tellement léger que même une fois chargé en carburant et pilote, il doit être possible de la pousser avec un doigt. Une fois sur le circuit, le but est simple. Que ce soit pour les prototypes ou les urban, leur objectif ultime est d'équilibrer entre vitesse et consommation. Avec une vitesse moyenne de 25 km/h,
l'heure, ils doivent optimiser au maximum afin de ne pas surconsommer. Chaque équipe mesure sa consommation en litres par kilomètre, dans le but d'avoir le résultat le plus haut tout en gardant une vitesse de croisière. La façon la plus efficace de faire les choses, c'est vite développé, avec un démarrage souvent progressif, et puis en croisière jusqu'à perte de puissance. Après un total de 38 tours, qui doivent être conformes, la donnée est récoltée et les résultats sont rapidement affichés. Un moment très stressant pour les participants. En parlant des équipes françaises qu'on avait pu suivre, l'équipe Helios du lycée Marcel Callot a fait un résultat de 1141 km par litre. Quant à l'équipe Exergy, ils n'ont pas pu valider. L'équipe avec le Urban TT a établi un résultat meilleur que celui de l'année d'avant, avec un résultat de 76 km par kilowatt, ce qui est très étonnant, car dans leur cas, on ne parle pas d'un véhicule sans rien. Il doit être équipé tel une vraie voiture, avec même un colis à transporter. Ils doivent même s'arrêter à un stop, bref, tout comme une vraie voiture. Vous êtes probablement curieux de savoir comment sont conduits ces véhicules. Avec leur forme étrange, nous l'avons été aussi. Shell a pu nous faire essayer un véhicule de presse, un prototype électrique. En style de conduite, c'est une sorte de vélo sous stéroïdes avec 2 pédales à l'avant, un guidon et un bouton pour accélérer. Le plus dur est la position de conduite, car il faut se gainer. Tout comme les participants du défi, nous avons dû équilibrer entre consommation et vitesse. Mais nous avons quand même réussi à établir un résultat de 120 km, ce qui n'est pas mauvais pour une première fois. On n'a pas eu l'information des résultats finaux, mais dans le classement des médias, on est resté deuxième pendant un grand moment. Mais on vous promet de faire mieux la prochaine fois. Cette compétition, organisée sur une grande semaine, même si elle demande des mois et des mois de préparation pour les participants et l'organisation, permet aux participants de se former dans la mécanique automobile, mais aussi de réaliser un projet intéressant. Pour cela, en haut du classement, il y a bien sûr un cash prize de 3000 €. Mais il est rare que les équipes soient intéressées par le gain monétaire. L'aspect technique et social est bien plus intéressant. Les participants se rencontrent, mangent ensemble et passent des moments ensemble pendant une semaine, où la fatigue doit être clairement présente. En personne, c'est vraiment impressionnant. L'édition où nous étions présents était celle d'Europe-Afrique. Il y a plusieurs autres compétitions à travers le monde, et puis ils ont une finale, où tous les gagnants sont regroupés. La valeur à battre, 3000 km sur 1 litre, établie par l'équipe Microjoule, des Français du lycée Saint-Joseph-la-Gelivrie. Cette année, le résultat fut plus bas, mais n'en reste pas pour autant intéressant, avec 2336 km par litre, établi par l'équipe Microjoule avec moteur à combustion. Ils sont définitivement très forts. Lors de notre dernière journée, on a pu avoir un peu de temps avec monsieur Gilles Vanier, directeur technique du EcoShell Marathon Europe. On a pu lui poser quelques questions, mais excusez-nous pour la qualité audio. Comment a commencé le Shell Eco Marathon? L'idée de départ, c'est vraiment de donner un projet. L'idée de départ, c'était autant pour, je dirais, pour les gens de Shell du labo que pour les étudiants de créer une compétition, de donner un vrai projet d'études aux élèves. Pas juste un projet qui présente un jury de profs sur une table. Là, c'est vraiment concret, quoi. Il faut faire la voiture, il faut aussi s'organiser. Faut savoir travailler en équipe, donc il y a quand même, c'est un projet complet, quoi. Et utiliser la technologie, c'est le support, mais le Shell Eco en lui-même, c'est beaucoup de choses. Le Shell Eco Marathon, comment ça a évolué? Le principe reste toujours le même, quoi, hein, c'est de faire la plus de distance. La différence, c'est que au départ, on n'avait que des voitures essence, à combustion. La première année, en 85, on avait 17 concurrents. Là, on en a 100. On est monté jusqu'à 200 ici. En 2007, on avait 200 de toute l'Europe et un peu plus que l'Europe, avec des écoles qui avaient 1, 2, voire 3 voitures. Maintenant, on a limité aussi de cette manière-là, c'est que dans une même école, ils ne peuvent pas avoir 2 projets identiques. Donc, on autorise 2 équipes dans la même école, mais c'est forcément un prototype et un urban et dans des énergies différentes. Ce qui veut dire que c'est 2 projets différents. C'est pas de fabriquer une voiture et faire une photocopie. Au fil des années, on a eu de plus en plus de voitures. Après, ce qui a beaucoup évolué, c'est les matériaux utilisés pour les voitures, pour les coques. Hein. À l'époque, c'était du bois, de la toile, de la fibre de verre, ça existait déjà. Le carbone, c'est arrivé beaucoup plus tard. À l'époque, le carbone existait, mais c'était hors de prix. On en a beaucoup qui utilisent du carbone, mais pas tous encore. Ce qui a évolué, c'est les énergies aussi. On a ouvert après au diesel, à l'éthanol, on a eu du GPL, donc l'hydrogène, l'hydrogène on en a depuis 2003. Les piles à combustible existaient, les constructeurs travaillaient déjà dessus, mais pour le grand public, il n'y avait rien. Nous, on a déjà des piles à combustible depuis 2003. Pure électrique, on avait des véhicules avec des panneaux solaires, mais 2003, on avait déjà des panneaux solaires, mais ça colle pas
Les courses solaires, en général, c'est plus partir d'un point. La typique, c'est traverser l'Australie. On a essayé, hein, mais ça ne marche pas. On veut leur faire 16 km en un temps donné. Ah oui, mais là, il y a un nuage. On était trop variable, on est trop contraint par la météo. Et donc on a abandonné le solaire pour l'électrique pur. L'électrique, on en a depuis 2011. Donc ça fait aussi quand même réfléchir aux nouvelles énergies, vers quoi on pourrait orienter, quel carburant on pourrait orienter le moteur à combustion pour continuer à avoir du moteur à combustion, pour donner des projets de développement. Mais malgré tout, on ne peut pas laisser les concurrents prendre le carburant qu'ils veulent. Nous, on est capable de mesurer. Il faut que le carburant qu'ils utilisent, on le connaisse. Si chacun utilise son produit à lui, ça ne peut plus rien dire, quoi. On a dû arrêter l'enregistrement à cause du bruit. Hors enregistrement, on lui a posé des questions sur est-ce qu'on voyait une tendance générale quant à l'énergie et les motorisations utilisées. Auquel Gilles nous a répondu que ça dépendait grandement d'où se situe la compétition. Là où en France on voit beaucoup d'électrique, mais aussi de moteurs à combustion, en Amérique du Sud on ne voit carrément que du moteur à combustion. Les tendances dans ce type d'événement sont superbement intéressantes, car ça montre les lignes générales du futur de l'industrie automobile. Mais on dirait que le moteur à combustion a encore du temps devant lui. Ce type de compétition est important, car l'avenir s'y joue. Plus on est capable d'expérimenter et de faire de nouvelles choses, même en prototype, plus cela nous permettra de se développer et d'améliorer jusqu'à avoir des produits sur le marché de plus en plus économes, qui nous permettront d'aller plus loin. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Shell pour l'EcoShell Marathon Europe-Afrique de 2024. Une compétition définitivement unique, avec des véhicules uniques et des participants tout autant uniques.